Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue dans votre nouvelle émission Angle de vue, l'émission de la presse martiniquaise. Chaque semaine, nous recevrons une personnalité que vous pensez connaître, son histoire, ses combats, ses engagements politiques, la vision portée sur notre territoire. Un portrait à retrouver sur nos 3 médias, car pour mener cet échange intime et sans concession, à mes côtés, Mélinda Boulet, rédactrice en chef de France Antilles, ainsi que Kathleen Bilascopette, rédactrice en chef de RCI. Un plateau 100% féminin pour cette première, puisque l'invité qui a accepté d'ouvrir le bal n'est autre que Marie-Josée Ali-Montieu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hey, je peux dire un truc, je sais que je vais être très dissipée pendant toute l'émission, mais franchement, c'est extraordinaire ce qui se passe. 3 rédactrices en chef de 3 médias différents. À l'époque où j'ai été rédactrice en chef, j'étais seule au monde, toute seule. Et là, je dis bravo. On vit une époque formidable. Bravo, mesdames. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir. Merci à vous. Nous avons retenu 3 grands thèmes pour tenter de décrire une vie aux multiples facettes. Votre carrière de journaliste, bien entendu, nous allons en parler, celle qui vous a mené hors des frontières de votre île. La musique également, qui a toujours une place prépondérante dans votre vie, ainsi que votre travail d'écrivaine. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Mélinda Boulet a la lourde tâche de tenter de vous résumer. Marie-Josée Ali, bienvenue. La voix des sans-voix, c'est comme cela que l'on pourrait vous définir. Marie-Josée Sidalise Montez, c'est votre patronyme. Moundiaman et Moonfot France. Votre père est architecte et votre mère pianiste, enseignante de musique. Vous avez grandi à Fort-de-France où vous avez effectué toute votre scolarité. À la maison, vous baignez dans la musique, la lecture, l'histoire et la politique. Vous décrochez votre bac à 16 ans. Vous avez soif de vivre, d'apprendre, soif de liberté, d'échanges, de rencontres. Le journalisme, presque une évidence pour vous. Vous êtes diplômé de l'École supérieure de journalisme de Paris en 1974 et vous avez étudié aussi les lettres et la sociologie. Vous entrez à l'ORTF Martinique grâce à Jean-Claude Argentin en tant que pigiste. Vous avez soif d'informer et de donner la parole à tous à une époque où l'information est sous contrôle politique. Vous évitez donc les reportages avec les patrons et les hommes politiques de droite. Vous êtes muté à FR3 Bourgogne en 1977, où vous devenez la première présentatrice noire d'un journal télévisé en France. Vous revenez en Martinique en 1979. Vous devenez la première rédactrice en chef, puis la première directrice régionale et la première directrice nationale en charge des diversités. Vous êtes une professionnelle exigeante, rigoureuse, indisciplinée aussi. À votre brillante carrière professionnelle se mêle celle d'une artiste talentueuse. Le grand public vous découvrira avec Caressez-moi, que vous écrivez alors que vous êtes à Dijon dans le froid. Une amoureuse des mots, c'est votre rencontre avec Aimé Césaire à la bibliothèque de l'Assemblée nationale qui vous donne envie de partager vos écrits et de publier quelques ouvrages. Vous êtes une grande gueule, mais aussi une personne sensible, mariée 2 fois, mère de 3 filles avec lesquelles vous avez une relation fusionnelle. Vous partagez la scène d'ailleurs avec 2 d'entre elles. Ce que l'on sait moins de vous, c'est que vous êtes une passionnée de la mythologie grecque, que vous avez le trac quand vous montez sur scène et que vous êtes une grande timide. Une femme singulière et originale qui ne supporte pas la connerie. Voilà pour votre portrait. Est-ce qu'il est fidèle ? J'aime bien, oui, il est assez fidèle. Oui, je crois que c'est un peu... Il y a toute une partie qui est moi, et puis il y a une partie qui est... C'est vrai que je suis très timide, c'est vrai que je traque encore. Là, je fais une émission. Quand je suis invitée, je traque moins. Mais si je devais la présenter, si j'étais à votre place, j'aurais traqué à mort. Donc, j'aurais ça toute ma vie, en fait. C'est vrai que c'est... Et que... le côté multi-activité a toujours été à la fois mon enrichissement à moi, mais aussi un problème. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple à comprendre, mais à l'époque, quand j'ai dit je fais de la musique et puis en même temps, je suis journaliste, donc j'interviewe le président de la République de passage, monsieur tout le monde, monsieur le pêcheur, et en même temps, je chante Caressez-moi. Ah mais non, ça va pas le faire, Marie-Jo. Enfin, tu déconnes ou quoi ? On peut pas, c'est pas sérieux ton histoire. Il faut choisir. J'avais pas envie de choisir parce que c'est ce que j'avais en moi, c'est ce qu'on m'a donné, donc j'ai fait. Et beaucoup de rigueur. C'est-à-dire qu'en fait, si je devais résumer ce que vous avez dit, c'est que je me prends absolument pas au sérieux, jamais, mais je prends toujours tout ce que je fais au sérieux. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, si je devais rajouter juste une petite phrase en post-scriptum. D'accord. Nous avons déniché 2 photos que l'on vous laisse découvrir. Aïe.
Vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que ça alors, évoque chez vous? Il y a 1, 2, 3, 4 générations de femmes. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Là, c'est ma grand-mère qui m'a beaucoup élevée. Sur la droite, qui tient ma deuxième fille, qui venait de naître. C'était le baptême de ma deuxième fille. Il y a moi, là, au milieu. Il y a ma première fille et ma mère, à gauche. Donc, il y a 4 générations de femmes. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ma grand-mère a eu ma mère très tard. Et elle pensait ne pas voir la communion de sa fille. Non seulement elle a vu la communion de sa fille, mais elle a vu ma naissance, elle m'a élevée, elle a vu ma communion à moi, mon mariage et le baptême de mes enfants. Elle est morte à 100 ans. Et elle m'a transmis extrêmement de choses. Et c'est vrai que nous sommes une tribu de femmes. C'est pour ça que je défends beaucoup. L'essentiel de mon combat, c'est la femme. Vraiment. Si je dois résumer, vraiment, l'essentiel de mon combat, c'est la femme. La femme dans la société monde. La femme dans la société martiniquaise, mais la femme dans la société monde, la femme dans notre époque aujourd'hui. Et tous les dangers auxquels elle peut être encore confrontée, parce qu'il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers, et la manière la vigilance qu'on doit avoir pour ne pas perdre le terrain qu'on a peu à peu gagné. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que moi, quand je me suis mariée, mon premier mariage, j'ai fait une découverte, mais extravagante. J'ai découvert que pour ma première paye, je vais à la banque, je dépose, j'ouvre un compte, etc., et qu'on m'explique que pour que je puisse avoir un chéquier, il faut que je demande l'autorisation de mon mari. Et là, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble parce que j'étais dans une époque où je ne comprenais même pas que ce soit possible. Donc, on part de là quand même. On part de là, il ne faut pas qu'on l'oublie, parce que tous les combats qu'on a gagnés petit à petit, on peut les perdre à n'importe quel moment, parce que n'importe quel fou s'installe. Trump, Bolsonaro, enfin bon, je ne vais pas les citer, mais il y en a plein qui n'ont absolument pas une image de la femme qui nous permettra de nous épanouir si on n'est pas vigilant. Voilà, ça c'est juste la petite... Et deuxième photo. Oh oui. Alors le chien, il n'est pas à nous. D'accord. Le reste, c'est nous. Le reste, c'est donc mon deuxième mari, Christophe Montieu, qui est musicien, qui est compositeur, qui est un type formidable. Pour me supporter, il faut être formidable, c'est sûr. Et puis Zoé, ma dernière, qui est rentrée qui est maintenant une femme, et qui fait des choses aussi formidables, qui est musicienne, qui est réalisatrice. Enfin, dans cette famille, on est vraiment attiré par d'abord les métiers artistiques, c'est sûr, mais la possibilité de faire plusieurs choses. On est le couteau suisse, le truc à plusieurs tranchants. Je sais pas, on est fait comme ça. C'est pas une volonté, c'est lutter contre nous-mêmes. Ça serait dire, allez, on met sous le tapis, en ce qui me concerne par exemple, la musique, et puis on fait que du journalisme. On met de côté le journalisme, on fait que de la musique. On met de côté... J'ai pas réussi à être écrivaine en même temps que le journalisme et la musique. Parce que franchement, quand on embarque avec des personnages, et surtout que c'est romancière. Quand on écrit un essai, c'est pas pareil. On peut travailler sur un truc, revenir le lendemain. Mais les personnages qu'on crée, ils nous emmènent tellement loin. On est avec eux tout le temps, on s'endort avec eux, on se réveille avec eux. On ne peut pas faire autre chose que ça. Donc ça, j'ai découvert qu'il fallait se calmer et qu'il fallait que je quitte la télé pour pouvoir écrire vraiment. Ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, en fait. Alors, on va faire un petit bond dans le passé quand même, si vous le permettez. Justement, on va parler de votre carrière de journaliste, mais pas que. À 17 ans, vous débarquez à Paris quelques mois à peine après mai 68 en école de journalisme. Vous avez toujours considéré le journalisme comme la plus belle invention de l'homme. Près de 50 ans de carrière après, est-ce que vous le pensez toujours ? Je le pense et puis je revendique qu'on fasse le journalisme, non pas celui que j'ai connu comme si j'avais la nostalgie d'une époque, c'est pas ça, mais le journalisme d'abord c'est un excellent outil, le meilleur outil de la démocratie parce que ça permet à chacun d'être informé. Ça veut dire que aussi on est assigné, je veux dire convoqué à s'oublier soi, à oublier ses propres convictions, à oublier le jeu, pour donner à voir aux gens des choses pour qu'eux se fassent leur propre idée. Et pourtant, vous n'avez jamais totalement oublié vos propres convictions, puisque vous faites partie des premières femmes à être montées à l'antenne, comme on dit à l'époque aux Antilles, à présenter un journal télévisé.
Et pourtant, vous avez toujours dit que vous refusiez d'entretenir une télé cocotier aux ordres de Paris. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous demandait à l'époque? C'est pas une option politique, je veux dire que c'est une option de survie de nous, de notre dignité, de ce que nous sommes, que nous puissions nous inscrire dans le monde. Moi, à l'époque, la droite était au pouvoir, c'était pas la droite d'aujourd'hui, c'était une droite qui ne savait pas ce que c'était que l'opposition, qui ne voulait pas en entendre parler. Puis en plus, l'opposition version Martinique, c'était quand même Aimé Césaire qui était considéré comme le diable, et puis la gauche, et puis les indépendantistes, etc. Donc, on était droit dans les bottes. En fait, je racontais tout à l'heure en antenne que en fait, la création du service public s'est faite à travers la radio, et que la RTF, avant l'ORTF, c'est-à-dire la RTF, les locaux de la RTF, c'était dans la préfecture, à l'intérieur même de la préfecture. Donc on descendait les communiqués et puis on les lisait. Et puis l'État, c'était à 8000 bornes. Comment on peut ne pas devenir cinglé quand on vit comme ça? C'est pas possible. On ne peut pas demander à un peuple de vivre comme ça. C'est un déni. Vous avez été placardisé. Parce que j'ai voulu ouvrir l'antenne à la gauche, en fait, à tout le monde. Que les gens puissent se faire une idée, qu'ils puissent aller aux urnes avec des outils pour réfléchir et pour choisir. Ce n'était pas le cas. C'était juste, on donne la parole vient d'en haut, la parole est de droite, la parole est, je dirais, néocoloniale, et puis vous, là, eh ben, vous obéissez, le petit doigt sur la couture du pantalon, et puis bon, la gauche, c'est le diable de toute façon. Donc, il y avait une espèce d'entente tacite pour que, dans ce service public de l'époque, la gauche soit interdite d'antenne. Ça n'était pas dit, ça n'était écrit nulle part, mais on ne la voyait pas, on ne l'entendait pas. D'ailleurs, je n'ai jamais voulu travailler au départ à la télévision ni à la radio d'État à cause de ça. Je voulais monter justement un magazine de presse écrite dans lequel on parlerait de pays de la Caraïbe dans les 3 langues. L'équivalent, on va dire, du Nouvel Obs ou de Antilla, mais dans laquelle on parlerait, dans ce magazine, on parlerait de tous les pays de la Caraïbe, c'est-à-dire qu'on se réinscrirait dans notre milieu naturel. Ça, c'était mon objectif. J'avais tout fait, déposer les... Ce magazine n'a pas vu le jour. J'avais tout fait, déposer les statuts à la préfecture, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Déjà, il n'y avait pas de pont réel qui était établi. On n'avait pas le téléphone portable, on n'avait pas tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Et donc, il fallait y aller, il fallait prendre des contacts, inventer que ça se passe par téléphone. Enfin, c'était assez compliqué à monter, donc il me fallait un peu de temps. En attendant, parce que je fais toujours tout en même temps. J'étais enceinte de ma première fille, donc je suis enceinte, je vais être maman, il faut de l'argent, il faut des sous. On me propose d'être pigiste, de faire des piges à la radio, service public. Donc, j'y vais, en me disant, bon, je vais faire ça, ça va me permettre de gagner 3 sous. J'en suis jamais partie. Parce que... Vous avez été tenté par le privé? Le privé est arrivé bien après. Le privé est arrivé, je me souviens de l'arrivée d'ATV, c'était la première télévision privée, et du fait que j'avais invité le directeur ou le rédacteur en chef d'ATV sur Martinique, qui n'était pas Martinique la première, mais qui était à l'époque RFO. Et où j'avais été, mais ça va pas, comment tu peux faire ça et tout. Mais c'est un événement, je disais. C'est un événement. En Martinique, c'est un événement. Et moi, je suis là pour couvrir les événements. Donc voilà, ma vision du journalisme, c'est ça. Et cette vision du journalisme n'a pas toujours été accompagnée de... Et quand j'ai essayé, effectivement, d'ouvrir, je proposais, je ne comprenais pas comment c'était possible qu'Aimé Césaire n'ait jamais eu un droit d'antenne. C'était simple, parce qu'il y avait l'homme politique, mais il y avait aussi le poète et tout. Pour moi, c'était invraisemblable. J'avais fait mes études avec des jeunes Africains qui connaissaient Césaire, qui le vénéraient. Et je me rendais compte que dans mon propre pays, on ne le connaissait pas. Quand je suis rentrée, mon premier truc, c'était de me dire, bon, on va ouvrir l'antenne. Moi, j'ai essayé de faire ça. Bon, on m'a expliqué très clairement que ça ne va pas être possible. Et on m'a envoyé en Bourgogne. Alors justement, on vous a envoyé en Bourgogne. Vous avez été donc la première femme journaliste noire à présenter un journal télévisé sur une chaîne hexagonale. Quel accueil vous a été réservé à cette époque ? À cette époque, je me souviens que d'abord, j'ai pris 6 mois pour essayer de comprendre la région, parce que je déteste prendre l'antenne et puis même faire des reportages sans savoir de quoi je parle. Donc j'ai pris un retrait de 6 mois en travaillant sur la radio avec des gens et tout. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu besoin de remplacer un journaliste qui présentait le journal télévision. On m'a demandé de le faire, je l'ai fait.
Donc il y a eu un accueil qui était assez chaleureux parce que bon, je pense que j'étais pas trop mauvaise. Et puis il y a eu des réactions terribles. Il y a eu un matin où je me suis réveillée avec tous les murs de Dijon. Ali dehors, rentre chez toi, sale bougnoule, parce qu'en fait avec ce nom-là en plus, tout le monde pensait que j'étais arabe, métissée de négro, enfin un truc inacceptable dans la France profonde, parce que c'était quand même la télévision régionale. Et je me souviens que ça a provoqué effectivement une sorte de schisme, et j'ai continué à le faire, et je l'ai fait, et je crois que les gens étaient... j'ai commencé à comprendre le partage de la peur, parce qu'il y avait la peur de l'autre. Pourquoi je présente un journal régional? C'est l'intime des gens. C'est même pas un journal national, c'est un journal régional. On parle de la région. Et puis au fur et à mesure, les gens se sont habitués. Et puis voilà, je l'ai fait jusqu'à ce que... On t'apprécie aussi également peut-être votre regard novateur justement sur l'actualité de leur région. Vous qui étiez dans la découverte. Je me suis tapé tous les marronniers que personne ne voulait faire. La foire de Dijon, les trucs comme ça, parce que moi j'avais un regard tout neuf. Donc moi, j'étais interpellée par tout ça. Et les propositions éditoriales que je pouvais faire sur des sujets qui, ma foi, étaient des sujets que les journalistes n'avaient plus du tout envie de traiter, effectivement, ça a apporté un sang neuf. C'est pour ça que j'aime bien quand il y a des gens nouveaux qui arrivent avec un regard neuf, mais un regard respectueux. Si on n'est pas respectueux de l'endroit où on est et des téléspectateurs ou des auditeurs auxquels on s'adresse, on est à côté de la plaque, quoi. Alors, vous n'avez pas que présenté le journal télévisé, vous êtes grand reporter aussi, vous avez fait énormément de terrain. C'est plus facile d'être journaliste de terrain en Martinique ou dans l'Hexagone? Non, c'est pas facile d'être journaliste de terrain quand on est une femme, c'est tout, hein, je le dis franchement. Parce que bon, ce que j'ai fait en tant que grand reporter, ça dépend aussi des sujets qu'on choisit. Si on choisit d'inaugurer les chrysanthèmes, là, c'est pas trop compliqué. Mais si on choisit d'aller là où il y a du bobo, là où ça blesse, là où il y a des problématiques, c'est compliqué quand on est une femme, surtout à l'époque où je l'ai fait. C'est-à-dire que les femmes étaient perçues comme des jolis objets dont on pensait qu'ils avaient envie de sortir de leur niche. Mais enfin, pas trop quand même. Faut pas déconner, les filles. Restez là tranquilles, s'il vous plaît. Donc, moi, j'avais envie de faire des trucs. Bon, ici, j'ai fait des trucs sur les quartiers. Alors justement, de toute cette vaste carrière, on doit vous poser la question souvent, mais je vous la pose. Quel est le moment le plus mémorable, l'interview, le reportage qui vous a à jamais marqué? Alors, le reportage qui m'a le plus marqué, c'est une rencontre. C'est drôle hein, de cette question, parce que ça me remet... c'est une rencontre que j'ai faite avec un responsable amérindien au fin fond de la forêt du Guyana. Il faut déjà essayer de situer le truc. Je rencontre ce mec qui est donc peuple premier d'un espace qui a été extrêmement colonisé et divisé avec des frontières. Ça appartient à la Hollande, ça appartient à la France, ça appartient. Et ce gars m'explique, mais qu'il est le chef de file de tous les Amérindiens d'une zone qui dépasse largement les frontières qui ont été tracées par la colonisation. Ils parlent la même langue. Ils se réunissent régulièrement pour savoir comment ils vont aborder le monde, etc. Et je découvre un univers que je ne connais pas. Celui du silence de tous les médias, du silence des décideurs, du silence de ça. Et je me dis, mais oui, c'est là qu'il faut aller. Et le gars me dit, on parlait de la proposition. Bon, moi, je leur posais la question de savoir comment ils ont été finalement piller leur pays, leur savoir, la pharmacopée, tout ça, et comment ils vivaient les choses, et comment ils s'étaient peut-être laissés dépasser par les événements, et comment ils avaient perdu la maîtrise et le pouvoir dans leur propre espace qu'ils connaissaient par cœur. Et il me dit un truc, le mec il me dit, mais Marie-Josée, est-ce que l'air que tu respires, est-ce que tu peux mettre des barrières et des frontières autour de l'air que tu respires? Est-ce que c'est possible? Je dis, non, évidemment, c'est pas possible. Il me dit, mais la terre, elle est aussi indispensable que l'air qu'on respire. À partir du moment où on commence à mettre des frontières, c'est que du fake, c'est que du faux. Donc, à partir de ce moment-là, on est rentré dans un schéma qui n'est pas le schéma qui va nous amener très loin. Il ne faut pas qu'on s'enferme dans ce schéma-là. Et là, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est un peu utopique, c'est OK. Mais il y a une parole des habitants de ce monde qui n'a jamais été entendue.
Et moi, mon truc, c'était de me dire, il faut que cette parole-là soit entendue. Parce que cette parole-là doit alimenter la réflexion de l'humanité sur elle-même, sur son devenir, sur la projection d'un futur possible. Donc voilà, ça m'a vraiment marqué. Après, il y a eu d'autres trucs, mais ça, oui, vraiment. De journaliste de terrain, présentatrice télé, vous devenez rédactrice en chef de la chaîne du service public en 1994, puis Mélinda Ladi, directrice régionale et nationale. Manager des hommes et des femmes dans un milieu où vous l'avez dit qui à l'époque laisse encore finalement peu de responsabilités aux femmes. À quoi ça ressemble quand vous êtes nommée à ces postes-là? Non, c'était pas tellement ça la difficulté en fait. La difficulté c'était que je me retrouvais à gérer des gens avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai fait du terrain, avec qui je suis partie en reportage tous les jours et où je connaissais tous les petits trucs, toutes les petites, voilà, on s'arrête là parce qu'il faut que j'aille chercher une poule, on perd du temps. Il est midi, on dépose la caméra parce qu'on ne tourne plus, parce que c'est fini, on est en heure sup. Je connaissais tout de l'intérieur. Donc j'étais vécue comme... C'était difficile, je pense, pour eux d'accepter l'idée aussi facilement que brusquement je me mette à être leur chef et à leur dire des trucs. Alors que, en fait, la problématique, c'est que personne ne pouvait me couillonner, quoi, en fait. Et là, ça complique les choses. Mais le fait d'être une femme et de tout ça, je me souviendrai toujours de Camille Alexandre qui avait dit une phrase qui était « Ouais, dans rédaction, t'as là, ni un seul monde qui n'y en... » Je vais être grossière, hein, je peux? Ni un seul monde qui n'y en peut, c'est Marie-Josée Alicia. Camille Alexandre qui avait dit ça un jour, conférence de rédaction où j'expliquais qu'il fallait absolument faire. J'étais simple journaliste. Donc, il y a ce côté... non, moi, à la rédaction, on m'a toujours accordé le fait que j'étais une professionnelle fiable et que j'avais des choix éditoriaux qui étaient des bons choix éditoriaux. Mais simplement, c'est le management qui est compliqué. Alors, comme directrice régionale, ça a été encore pire. Elle dit, mais Marie-Jo, je dis, mais comment vous m'emmerdez à ce point-là alors que finalement, il y a eu des tas de directeurs, des hommes, et jamais... Elle m'a répondu, mais Marie-Jo, c'est Bougla qui a venu là, il a nommé machin. À n'importe quel moment, nous ne pouvons pas, il a mis dans l'auto, et puis quand on mène à l'aéroport, puis il rentrer Bocayo. Mais toi, on ne peut pas faire ça avec toi. Donc on va être raide. Donc voilà, j'ai compris ça. C'est que c'était ça le truc. Vous avez toujours milité pour que le journalisme n'appartienne pas à une élite. Quel regard aujourd'hui vous portez sur la profession en 2024 ? Alors qu'en plus, n'importe qui aujourd'hui peut dégainer son téléphone portable et rendre compte. Quel regard vous portez sur cette évolution-là? Non, je ne pense pas que n'importe qui peut dégainer et rendre compte. N'importe qui peut non pas rendre compte, mais donner son opinion. Bon, c'est des opinions perso. Il ne faut pas confondre l'information et puis Milan.com. On en est là. Donc heureusement qu'il existe encore des espaces où il y a une volonté d'informer, et non pas seulement de se faire l'écho des différentes, de la température et des hausses de température et des baisses de température de la société. Mais en même temps, je pense que les journalistes doivent se protéger de cette ambiance. Moi, je n'ai pas eu, je ne connais pas, je ne sais pas ce que vous vivez aujourd'hui. Je ne sais pas comment on se protège de la fake news de base, encore que j'ai été victime de fake news, moi, en tant que personne, à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Mais je ne sais pas comment on se protège tous les jours, tout le temps, toutes les heures, de cette espèce d'afflux, de tsunami d'informations plus ou moins vraies, plus ou moins fausses. Alors oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Non, c'est pas vrai. Donc, je ne sais pas comment on fait. Mais je pense que la seule manière de le faire, c'est justement raide marteau, de faire des émissions d'information, de créer des débats, de créer des espaces où la parole tourne, où les gens viennent d'horizons différents et donnent leurs opinions différentes pour que ceux qui sont assis devant leur téléviseur soient respectés en tant que citoyens et puissent se faire leur propre idée. Vous êtes optimiste tout de même pour l'avenir de ce métier? Je pense que ça dépend des individus. En fait, je suis optimiste parce que pour ce qu'on peut écrire de l'histoire du devenir, mais c'est toujours la même chose. Tout est entre nos mains d'êtres humains, dans notre responsabilité de chacun. Comment chacun estime et ressent son métier de journaliste. En tout cas, moi, dont je suis absolument sûre, que le métier de journaliste n'est absolument pas compatible avec la distribution d'idées
qu'on peut avoir soi sur ce. Il faut savoir s'effacer, il faut avoir l'humilité de s'effacer. Moi, je l'ai vécu pendant la période du Covid. Je pouvais dire exactement qui était pour ou contre la vaccination en regardant les journaux. Mais ça, c'est un délire, ça. C'est un délire. Pour moi, c'était un manquement total à ce que moi, j'ai appris de ce métier-là. Et je me dis, mais on prend les gens pour des cons, en fait. On ne leur laisse pas la liberté de penser, leur liberté de choisir. C'est un manque de respect vis-à-vis de la population. Et là, je suis raide marteau là-dessus. Mais j'ai de l'espoir parce que quand je vois là toutes les trois, je me dis, waouh, les temps ont changé. 3 rédactrices en chef. Waouh. Nous allons maintenant nous intéresser à votre casquette d'écrivaine. Oui, Marie-Josée Alicard, pour préparer cette émission, moi j'ai bouquiné. Vous l'avez dit, hein, vous avez dû arrêter un moment votre carrière de journaliste pour vous consacrer à l'écriture. Vous avez plusieurs ouvrages à votre actif, mais aujourd'hui on va s'intéresser au tout dernier, votre toute dernière production littéraire, ce petit ouvrage paru en avril dernier chez K Éditions. Il s'intitule « Palais-Poutane, tout ce qui fait que nous sommes nous ». Je prends quelques instants pour replanter le contexte, parce que Palais-Poutane, avant d'être devenu ce livre, c'était l'intitulé d'un cycle de rencontres que vous avez tenté d'initier en Martinique en 2023. L'ambition était la suivante, et là je vous cite, page 72, une conversation ouverte, commune après commune, entre descendants de colons et descendants d'esclaves pour mettre les urines au clair et museler le silence. Fin de citation. Alors, mettre les urines au clair, c'est-à-dire c'est-à-dire avoir une lecture à la fois décomplexée, limpide et dynamique de ce que nous sommes réellement. Ça fait 170 ans, fin de l'abolition de l'esclavage et tout ce qui... 170 ans qu'entre descendants, au pluriel, nous ne nous sommes jamais parlé des vraies questions, c'est-à-dire la question fondamentale. Que sont devenues toutes les idées et toutes avec lesquelles nous avons vécu pendant toutes ces années, le commerce triangulaire, esclavage, les plantations. Derrière l'abolition, après l'abolition, il y a eu toute une période où on était effectivement considéré, on était sous un régime colonial, dont on ne sait pas très bien pourquoi il était colonial, puisque colonial, ça veut dire quelqu'un qui rentre chez l'autre et puis qui est un colon par rapport à un peuple premier. Il n'y a pas de peuple premier ici. On est tous arrivés en même temps. Il y en a qui étaient sur le pont, il y en a d'autres qui étaient dans la cale. Les esclaves et puis les colons. Mais parce que la couleur de peau, parce que quoi ? Parce que anciens esclaves, parce qu'on est des colonisés. Le statut de colonisé n'est pas le même que celui de colon. Donc tout ça, il y a quand même des choses à nettoyer pour qu'on arrive à se considérer et non pas à tout le temps fonctionner dans le déni de notre propre histoire, dans le déni de ce que nous avons vécu, dans le déni relationnel, où finalement il y a des haines qui s'enquistent, il y a des boucs émissaires qui se mettent en place, ce qui me gêne, c'est qu'il y ait des guerres qui s'incrustent et tout. Bon, ça, de toute façon, moi je suis une pacifiste, mais ce qui me gêne, c'est que ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche d'avancer. Et je me dis, c'est votre postulat, cette situation nous empêche d'avancer. C'est créer une conversation, c'est un mal, c'est une gangrène. Voilà, créer une conversation décomplexée où on parle, où on pose des questions, où sont assis côte à côte les béquets, puisqu'il faut dire, il faut appeler un chat, un béquet, les béquets, et nous autres, les mélangés, les descendants d'esclaves, etc. Et pouvoir, dans le même espace, qui est un espace populaire, qui n'est pas un espace sanctuarisé, une salle de conférence, l'université, tout ça. Non, c'est les mairies. Ça devait se passer dans les communes. Je dis ça devait parce que cette conversation, finalement, n'a pas pu avoir lieu. Vous aviez l'accord de 32 des 34 communes de Martinique pour accueillir cette fameuse conversation. C'était un itinéraire qui devait débuter le 3 mai 2023. Et puis ces rencontres, je l'ai dit, n'ont pas eu lieu. Vous avez annulé l'ensemble de la tournée après avoir reçu, et on va en parler, des menaces et des insultes. Et un an après, dans cet ouvrage... Je tiens à dire, ce n'est pas les menaces et les insultes qui m'ont conduit à l'annulation. C'est-à-dire que je me suis dit, j'attaque le truc sur le mauvais angle. On va faire on va faire les choses différemment. Parce que j'ai entendu la colère, mais je me suis fait
traiter. On en parlera justement. J'ai des petites questions à vous poser dessus. En tout cas, ça nous ramène à l'ouvrage qui vient 1 an après. Et vous revenez sur cet épisode qui a été douloureux pour vous. Vous nous racontez le projet, les causes supposées de son échec. Et puis, vous questionnez aussi en filigrane, sans phare, ce pays, ses maux éternels et son devenir. Et vous assumez vos positions et vos points de vue sur la question. Alors, on va d'abord revenir sur l'initiative elle-même. Vous en avez un peu parlé à l'instant, ouvrir le débat sur une possible réconciliation entre, pour le dire de manière prosaïque, je ne suis même pas arrivée jusque-là. Je ne parle même pas de réconciliation possible. Je dis simplement déjà, vous en parlez à un moment, vous utilisez ce mot mais je dis, mais on se parle d'abord, et puis on voit s'il y a réconciliation, ou bien on se retrouve dos à dos, mais au moins on se parle pour savoir de quoi. Alors vous n'êtes pas la première à avoir voulu initier ce dialogue, cette conversation entre ces communautés qui sont les nôtres, les descendants de colons, les descendants d'esclaves. On pense au court baril qui avait été planté, l'arbre de la fraternité, planté par Aimé Césaire à l'habitation Clément il y a 23 ans. L'association Tous Créoles, c'est aussi un petit peu son leitmotiv. Elle est née en 2007. Vous, avec Palais Poutante, quelle approche nouvelle ou différente vous entendiez apporter? Pourquoi vous, Marie-Josée Ali, prendre ce combat-là? Parce que je pense que c'est un combat qui doit être pris par la société civile, d'abord. S'il est pris par les politiques et les élus, c'est un combat qui va prendre une tournure politique. Un élu qui est majoritaire dans sa commune, qui a été élu, va proposer un truc, ça va devenir l'objet de son mandat. Et toute l'opposition qui existe et qui est démocratiquement responsable de ses propos va dire non, on n'a pas qu'à suivre monsieur. Pour moi, il fallait vraiment que ça vienne de la société civile. Ça m'est apparu comme une sorte d'inspiration. Il fallait que ça vienne de la société civile. Et ce que j'apporte de différent peut-être par rapport à ce qu'a pu faire Tous Créoles, Tous Créoles a révélé qu'il y a un espace pour pouvoir faire entendre une parole qui soit une parole qu'on soit capable de partager, y compris de s'insulter avec élégance. On peut s'insulter avec élégance. On n'est pas obligé de se honnir avec haine. Et moi, c'était ça. Mais dans Tous Créoles, finalement, j'ai discuté avec des gens, avec des pêcheurs, puisque bon, moi, je suis du diamant, j'aime le diamant, je connais les gens du diamant, et je discute avec eux un peu, et qui me disaient, mais le truc qui est intéressant dans ta proposition, c'est qu'on va se retrouver. Moi, mon paquet venu en conférence, dans une pièce fermée, au PLM Batelière, enfin, je m'excuse, je cite un espace ou dans un endroit où je ne serais pas à l'aise. Par contre, l'emmènez-moi, c'est à moi. Donc, je vais venir. Et c'est la première fois que je vais me retrouver assis à côté ou assise à côté d'un béquet pour parler, parce qu'en plus, ce découpage, l'intérêt de ce découpage, c'est qu'il interpellait les gens de l'endroit. Les béquets qui habitent le nord ne sont pas ceux qui habitent le sud, et la relation qu'ils ont avec la population, celui de Grand-Rivière ou de Basse-Pointe ou du Prêcheur avec celui de Sainte-Anne ou du François, c'est pas la même chose. Il y a des histoires. J'avais envie de rentrer dans cette dimension de rencontre et de dialogue à travers les histoires particulières, les histoires personnelles. Les rencontres, mais on découvrirait des choses extravagantes. Il ne faut pas se faire d'illusions. Même il y aurait des révélations sur qui est la famille de qui, comment, et puis qui est finalement le... Mais ça, est-ce que ce n'est pas votre fantasme? Parce que... Non, parce que c'est en discutant avec les mairies. Alors finalement, donc, ça devait démarrer, et vous évoquez dans le livre ce 3 mai, Médiathèque du Lamentin, vous arrivez et vous trouvez... Non, j'arrive pas. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que 2 jours avant, on a commencé à avoir des tracts qui partaient pour dire « Bagaille là, pas qu'elle faite ». Alors justement, sur l'hostilité déclenchée par votre initiative et tous les messages que vous avez reçus et puis ces mobilisations qu'il y a eu notamment devant la médiathèque du Lamentin, vous dites, page 37, je cite, « Ma première réaction est la stupéfaction, j'avoue. Je me suis focalisée sur la réticence des béquets, pas sur celle des non-béquets, tellement persuadée qu'on avait tous à gagner à vider notre sac. Je n'avais pressenti ni l'interprétation qu'on ferait de ces rendez-vous, ni le réveil de la haine et le refus bloqué que cette interprétation entraînerait. » Fin de citation.
Mais à vrai dire, Marie-Josée Ali, votre surprise me surprend. Comment, en 2023, à l'aune de tous les événements qui ont secoué notre territoire, ne serait-ce que ces dernières années, non-lieu dans le scandale du chlordécone, mobilisation des RVN, statut déboulonné, habitation vandalisée, crise du pouvoir d'achat, comment vous pouviez penser que la tenue de ces conversations entre descendants de colons et descendants d'esclaves puisse se dérouler sans tension, sans crispation, que tout le monde serait là au calme à échanger? Non, j'ai jamais pensé qu'on serait là au calme. Vous êtes parti dans le combat sans bâton? Non, pas du tout. Je suis partie avec l'idée simplement qu'on est en train de rentrer dans un combat, justement, sans avoir préparé la guerre. C'est-à-dire qu'on n'a pas, à aucun moment, on ne sait parler. Moi, je crois en l'échange. Je crois en la parole. À aucun moment, on a parlé entre personnes. On est sur un tout petit territoire. On est sur une île qui fait 80 km sur 30 et qui a le bonheur et l'enrichissement extraordinaire d'accueillir à peu près toutes les ethnies de la planète. On est dans un espace contraint où on a été finalement condamné à continuer à vivre ensemble sans avoir jamais parlé de ce qui nous est arrivé les uns avec les autres. Je parle du fond du problème. Le travail de mémoire tout le travail de mémoire n'est pas engagé sur sur ce que... Moi, le travail de mémoire, c'est un truc que je respecte éminemment. Il participe de cette conversation. Bien sûr, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la conversation sur la façon dont chacun se définit dans ce qu'on est aujourd'hui. Qu'on s'écoute. Après, on peut se détester, mais on saura pourquoi on se déteste. On ne se détestera pas sur des fantasmes, on ne se détestera pas sur des idées, on se déteste des idées préconçues, on ne se détestera pas sur des blocages qui ont été établis et qui finalement masquent une partie de la réalité et révèlent des choses qui sont en nous et qui ont besoin de s'exprimer. Non, je dis simplement que ce n'est pas normal pour des gens adultes que 170 ans après, on ne se soit pas parlé. On nous a laissé partout ailleurs quand il y a eu ces problèmes-là, que ce soit l'Afrique du Sud, il y a eu des espaces de parole qui se sont mis en place pour que la parole... Je parle du Rwanda, où il n'y a même pas de question il y a des questions d'ethnie. Au Rwanda, c'est 3 millions de personnes qui ont été assassinées. Et dans la foulée, il a fallu continuer à vivre ensemble. Nous, on a continué à vivre ensemble après l'horreur de l'esclavage et de l'exploitation sans jamais avoir parlé des choses. Ça veut dire qu'on s'est embarqué, on a continué à vivre dos à dos en faisant semblant de se parler au quotidien. Passe-moi le beurre, passe-moi le sel, négociation salariale, machin. Oui, je viens à l'enterrement, mais on ne s'est jamais assis là en disant « Mais attends, qu'est-ce que tu penses ?» Je suis en train de casser le décor, c'est vachement bien. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Comment tu vis? C'est quoi tes ancêtres à toi, Béké? Comment tu vis la relation avec tes ancêtres? Comment tu vis la relation avec nous aujourd'hui? Moi, nègre, comment je vis la relation avec toi? Sur quoi ça achoppe sur l'économique, sur le truc. Tu tiens les rênes économiques. Mais pourquoi vous faites communauté? Pourquoi nous, on se sent... c'est des questions... je n'ai pas toutes les questions. Moi, j'attendais que la population pose les questions. Mais Marie-Josée Ali, vous en avez quand même... Vous avez été traitée de tous les noms, vous avez été soldée d'être à la solde des béquets en pleine pandémie. Comment vous avez vécu tout cela? Vous avez aussi pris position pour la vaccination, puisqu'on était en pleine pandémie de Covid. Comment vous avez vécu ces attaques? J'en ai eu beaucoup dans ma vie, des attaques. Après, c'était quand même particulièrement virulent. Oui, c'était virulent. Mais si vous voulez, ce qui m'a frappé dans ces attaques, c'est que pour moi, ça a mis en lumière une vraie souffrance. Je n'ai jamais considéré, et je dis toujours... Mais dont vous n'aviez pas conscience jusque-là? Ah si, mais je l'avais devant, là, en face de moi. Quand on vous vocifère, sale chienne, suceuse de béquet, et que ça, moi, je le reçois, je le prends, et que je ne vois que dans cette bouche ouverte qui m'insulte, je ne vois que de la souffrance, je sais de quoi je parle après. Je sais de quoi je parle. Ça n'a jamais réveillé aucune haine et aucune envie. Bon, moi, je ne suis pas non plus Mère Teresa. Hein. J'ai eu envie de foutre des baffes et puis de les clouer au mur et puis de leur dire et respectez-moi, c'est bon l'homme. Ou pourquoi t'es qu'à sauter en néant comme t'es en grand. Ok, mais ça, c'est des relations normales, je veux dire. Mais ce qui m'a percuté, c'est qu'il y a une souffrance globale ici, dans ce pays, qui mélange toutes les douleurs.
le chlordécone, et puis on a de quoi faire, hein. Franchement, entre le chlordécone, la vie chère, la façon dont le Covid a interpellé nos vies de façon, d'une manière qu'on n'a même pas su expliquer. C'est pour ça que je fais un long passage sur tout ce que le Covid a arraché de nous et la façon dont il nous a mis à nu de nous-mêmes et qui nous a empêchés de vivre notre relation au monde qui est composée de choses qui se déroulent tout au long de l'année. Je dis tout ça. C'est pour ça que ce livre, en fait, il raconte cette histoire, mais cette histoire a été un déclic pour moi. J'ai eu enfin envie de parler de mon pays. J'ai accepté l'idée que je pouvais parler de mon pays et partir en dissidence, prendre des chemins de traverse pour raconter comment je le vivais, comment je le sentais, comment je vivais mon amour pour ce pays. C'est vrai qu'on le ressent et dans cet ouvrage, vous nous racontez aussi la jeunesse de Palais-Poutan, toutes ces personnes que vous avez rencontrées. Vous avez parlé des pêcheurs du diamant, vous êtes allé aussi dans les mairies, vous dites j'ai appelé au standard pour expliquer ce que je voulais faire. Et vous avez souvent entendu de la bouche de ces personnes, il est temps, enfin vous le dites, il est temps de le faire. Alors ça, clairement. Vous dites que vous avez rencontré Garcia Malsa qui, lui, vous a plutôt dit non, ne le faites pas. Non, il a dit, je ne crois pas en la capacité de dialogue. Il m'a dit, je ne crois pas en la capacité de dialogue des béquets, mais il ne m'a jamais dit de ne pas le faire. Alors, mais moi j'ai une question parce que dans le livre, vous ne parlez pas des béquets que vous avez peut-être ou pas rencontrés. C'est ma question. Vous parlez d'Emmanuel de Rênal, hein, lui qui a accepté, donc membre de Tous Créoles, et qui avait accepté de participer à ces 32 tables rondes prévues dans l'ensemble des communes, enfin dans 32 des communes de Martinique. Lui avait participé, enfin accepté de participer. Vous lui rendez hommage d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est proche de vous. C'est un ami. Disons que c'est pas ça. J'ai de l'admiration pour lui parce que le combat qu'il a engagé, c'est un combat qui n'est pas facile, même au niveau de sa propre communauté. Il est peut-être d'ailleurs le seul, c'est d'où ma question. Est-ce que vous avez rencontré, de même que vous avez rencontré tous les maires, est-ce que vous avez rencontré d'autres représentants de la communauté béquet qui est Emmanuel de Rênal? Est-ce que vous avez rencontré par exemple Bernard Ayotte, qui est une des figures emblématiques? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que ils vous ont dit aussi il est temps de faire ce genre de dialogue? Est-ce qu'ils étaient prêts à venir aussi à la table dans les communes? Quel béquet était prêt à se déplacer? Ce que j'ai réalisé quand je les ai rencontrés, parce que j'ai rencontré Bernard Ayotte, Frédéric Delucy et tout ça, j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas du tout conscience du désamour dans lequel ils étaient. De la population. Ils n'en avaient pas conscience. Ils n'en avaient pas conscience parce jusqu'à présent, ils sont. Non, mais je sais pas. Malgré je sais pas. Je sais pas. Donc ils ont pris conscience de ça parce que dans ma discussion, j'ai mis le doigt dessus. Mais je ne sais même pas s'ils n'en avaient pas conscience ou d'une certaine façon ils passer au-dessus de tout ça. Et puis, c'est un peu des guerriers là, qui vivent dans leur territoire et puis qui défendent leur truc. Est-ce qu'ils passent au-dessus, selon vous, ou est-ce que ça n'est pas un sujet de préoccupation pour eux? Ce n'est pas vrai. J'ai vu des choses... Non, je vous demande, c'est une question. Non, mais j'ai vu des choses étranges. J'ai vu un mec comme Éric Delucy pleurer devant à Sarcelles, devant le mur des noms qui a été fait des esclaves, enfin des noms des esclaves et tout. Il y a des prises de conscience aussi qui se sont faites de leur côté, j'imagine. Et c'est ça que j'avais envie d'entendre, de savoir jusqu'où allaient ces prises de conscience et ce qu'on pouvait en faire. Parce qu'il ne faut pas croire, ce n'est pas un truc qui vient spontanément à tout le monde de décider qu'on est la partie négative de la société, qu'on est la partie diabolique de la société, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'on est descendant de gens dont on ne peut même pas parler parce qu'ils sont des esclavagistes, etc. J'imagine que pour eux, c'est ça le truc. C'est compliqué. Nous, vous, je vous regarde toutes les trois, on est avec tous les mélanges que nous avons. Nous portons en nous la chaîne et le fouet. Il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas se raconter. Et je dis très franchement que moi, ma part africaine, ça a été tellement facile pour moi de la porter parce le tambour bat le rythme de mon sang, mais c'est inévident. Par contre, la partie qui n'est pas africaine de moi, il faut que j'apprenne à l'aimer. Certains diraient que vous êtes une mulâtresse. Donc vous êtes vous êtes mélange, vous êtes un mélange. Il n'y a personne qui est africain pur souche là. Donc, il faut accepter, il faut arriver à aimer cette part de... Moi, je ne sais pas pour vous. Moi, je parle pour moi. Cette part de moi-même, je me suis prise par la main pour arriver à l'aimer, pour arriver à la personne que je suis aujourd'hui dans son entièreté. Donc, c'est votre démarche ou est-ce que c'est une démarche que
que vous faites au nom aussi du peuple, d'une certaine partie de la Martinique? Alors, ma démarche, je n'ai pas de Sans démarche. avoir de mandat, parce que les gens se donnent parfois des mandats. C'est ça qu'il faut essayer de C'est pour vous, c'est votre cheminement. Ce n'est pas pour moi non plus. C'est juste que la seule démarche que j'ai, c'est de provoquer le déclic de se parler. Zieblé pas cabri les yénègres. Ça pas vrai. Donc, il faut se parler. Parce que je crois que de l'échange, de la parole et du dialogue, il naît quelque chose d'autre. Il naît le troisième personnage qui est celui qui est créé par la rencontre. Bon, et pourquoi vous n'êtes pas allée jusqu'au bout, Marie-Josée Ali? Parce qu'il y a eu quelques insultes de mairies. Des mairies ont annulé. Il n'y a pas eu plus que... Mais il y en a qui étaient d'accord pour quand même y aller. Non, pourquoi mais vous avez décidé parce que d'annuler? je ne suis qu'un être humain. Et que c'était très compliqué pour moi de me réveiller tous les matins et de ne pas savoir si oui ou non ça allait avoir lieu, parce que je n'étais pas seule, parce qu'il y avait une sociologue, il y avait une psychologue, il y avait Emmanuel de Rênal, il y avait les maires qui étaient là, qui avaient préparé leurs trucs, qui avaient sorti des archives, on a préparé des images pour raconter la traite, pour raconter l'esclavage. Il ne s'agit pas de gommer des choses. Hein. Il ne s'agit pas, pour moi, c'est pas Horace gratis et puis on s'embrasse sur la bouche. C'était pas ça du tout. On sait pourquoi on ne s'embrasse pas sur la bouche, parce qu'on aura parlé. On sait pourquoi on va s'embrasser sur la bouche, parce qu'on aura parlé. Mais cet échec, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas prêt pour ça? Ce n'est pas un échec. Ou cette non-tenue des conversations? C'est non-tenue des conversations à ce moment-là, c'est par respect pour les mairies, parce qu'elles étaient enthousiastes, elles avaient mis tous leurs trucs et que j'avais absolument pas envie qu'elles se retrouvent dans la situation où elles sont crispées et tout. Moi, je ne suis pas une politique, je n'ai pas fait de politique, je ne suis pas une élue, mais je sais ce que les élus vivent, surtout aujourd'hui, et je n'avais pas envie de participer à quelque chose qui les rend encore plus mal à l'aise et mal dans leur espace que ce qu'ils vivent déjà. Bon, ça c'est une première chose, et de toute façon, je ne pense pas une seconde. Ça a été révélateur d'un truc extrêmement important. Il y a quoi? Il y a un groupe de gens, 15 personnes, 20 personnes, qui bloquent une manifestation. Les qui RVN, disent on ne fait pas. Enfin, les personnes, non, mais je nomme personne. Je dis par exemple. Vous dites qu'ils vendaient des globalement, mais... oui, c'était vraiment les extrêmes. Bon. D'accord. 15 personnes qui bloquent un truc. Qu'est-ce que dit la République? La République française dit, on fait évacuer ces gens-là avec les gendarmes. Et moi, j'ai dit non. Ce n'est pas possible dans notre pays, c'est une lecture. Là, on ne peut pas avoir de notre système, de notre schéma de fonctionnement et de notre possible, on ne peut pas avoir la grille de lecture occidentale. Ce n'est pas possible. On n'a pas ces outils-là parce qu'on a une histoire qui est la nôtre et que la matraque du gendarme pour pouvoir installer un espace de conversation, c'est antinomique par rapport à nous. Ça veut dire qu'il nous reste quoi? Vous leur avez proposé de venir discuter, j'imagine. Bien sûr. Et ils ne voulaient pas. Non, ils ne voulaient pas parce qu'ils étaient déjà... Ils m'ont dit que j'aurais dû venir les voir avant pour savoir s'ils m'autorisaient à faire ce truc-là. Moi, personne ne m'autorise à rien faire. Je fais ce que j'ai à faire. Tu sais, toute ma vie a été comme ça. Brusquement, il y a un groupe de gens, que ce soit les béquets, les non-béquets, l'État ou tout ça. Il n'y a personne qui m'interdit de faire quoi que ce soit. Ce n'est que partie remise, Marie-Josée Ali. C'était juste une question de contexte. Ce livre-là, c'est quoi? C'est la possibilité, dans ce livre-là, d'aller dans toutes les communes pour faire la même chose. À travers l'ouvrage. Donc, on reprend les conversations, mais l'angle d'attaque est différente. Je n'ai plus la prétention de vouloir... C'était tellement sympa, c'était tellement génial, les 32 communes, et puis l'une après l'autre. Et puis, j'avais étudié la façon dont les gens... Bien que ça s'est heurté à la réalité, finalement, puisque ça a pas pu avoir lieu. Ça a été heurté à une partie de notre réalité. Par contre, ça s'est noyé dans la grande théorie du silence. Voilà. Nous sommes dans un pays où, quand je discutais avec les gens, des coups de téléphone, j'en ai eu des coups de téléphone, mais oui, il y a qu'à Faucon. OK, mais côté autres, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, il faut le dire, parce que la seule arme que nous ayons, c'est nous-mêmes, puisqu'on ne peut pas appeler les gendarmes. Parce que c'est hors de question de faire ça à mes propres frères. Qui vous désignez par ces personnes trop silencieuses? La majorité de la population qui attend, qui a parfois... J'aime les gens, je les aime. Mais c'est pas Roland-Garros, la vie en Martinique. C'est pas un coup là, un coup là, un coup là, un coup là, je regarde ce qui se passe. Non, on est investi. Tout simplement. Je dis pas que je ne parle pas de ceux qui ont la préoccupation de remplir leur assiette demain. Je parle de ceux qui ont pris le temps de m'appeler pour me dire, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu aurais dû... Je dis, mais alors, écrivez, faites quelque chose. Des intellectuels, des politiques. De tout, mais j'ai conscience d'un truc, c'est qu'il y a
une force de silence. Ouais, et c'est ça. Vous Je parlez veux dire, de la rumeur, tout le monde parle sous le manteau, mais sous le manteau, mais là, là, il y a une force de silence dans notre pays et il faut le casser, le silence. Et c'est ça que ça fait, ça casse ce silence-là. Ça arrange tout le monde, le silence. Ça permet à chacun de s'abriter derrière ce n'est pas une porte. Et pourtant, il y a tellement de gens courageux. Il y a tellement de gens courageux dans leur quotidien. Et si on ne va pas chercher, si on ne va pas dessouquer, chercher les choses à la racine pour les sortir, on n'y arrivera pas. On n'a pas de futur. On va finir un peu plus en douceur en parlant musique. Et oui, bien sûr, Marie-Josée Ali, on ne peut pas dissocier la musique de votre carrière, de votre personne. Je vous propose qu'on écoute un titre de votre discographie. C'est notre titre coup de cœur. Eva olauteye Eva olauteye Eva olauteye Depuis bon matin moi qu'à chercher Yo, dis-moi, on descend en ville. Yo, dis-moi, où aller chercher. Non, l'on qui prend au bras, moi, depuis bon matin, moi, qu'à chercher. Chercher. Ouais. Eva. Et oui, c'est déjà fini malheureusement, mais C'est juste quand les tambours rentrent qu'on arrête. Bah oui, parce que malheureusement, intéressant, ce n'était qu'un extrait. Mais du coup, le public va bien évidemment se précipiter pour découvrir la suite du clip. Nous, ce matin à la rédaction, on l'a écouté à plusieurs reprises et ça fait l'unanimité. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un traditionnel antillais, en fait, plutôt guadeloupéen d'ailleurs que martiniquais. Et que l'introduction au piano et j'ai réalisé qu'il y a une étude de Bach, enfin, qui a exactement la même grille, enfin, musicale que ce morceau Eva. Comme j'ai jamais retrouvé le texte, j'ai fabriqué un texte sur cette musique-là. Et c'est vrai que c'est ce qui dit le mieux ce que je suis en musique, en fait. Parce qu'il y a un côté jazz, il y a un côté classique. J'ai fait 15 ans de classique de ma vie. Et puis, il y a ce côté, les tambours, j'en ai besoin et tout ça. Et je regrette qu'on n'ait pas... On peut pas mettre un petit coup, les tambours? Non, je plaisante. Qu'est-ce que vous écoutiez à la maison sur le gramophone? Sur le gramophone, il y avait beaucoup de musique classique parce que ma mère travaillait sur ces trucs machin. Et puis un jour, mon père, et puis il écoutait Dino Rossi. C'était l'horreur, mon père supportait pas. Et un jour, il est arrivé avec des disques de compas et tout. Et ça, on a écouté en boucle. On n'arrêtait plus d'écouter. Mais c'était une époque où on avait la radio. On avait droit à Johnny Hallyday, les yéyés, etc. Tout ça, c'était une époque. On n'avait pas du tout la musique de chez nous. Il y a quelques personnes qui osaient proposer peut-être des émissions où il y avait un peu plus, mais il y avait beaucoup de musique haïtienne déjà. Et il n'y avait pas... on était en manque de nous-mêmes. Donc, moi, il y a un moment où le piano, j'ai arrêté de jouer, aussi belle soit-elle et merveilleuse et somptueuse, et je le dis sans la musique des autres, c'est-à-dire Mozart, Bach, Tchaïkovski, des grands messieurs qui ont fait des choses, d'ailleurs peu de femmes, qui ont écrit des choses qui sont frappées d'éternité pour faire des choses qui sortaient de moi. Et je pense que tous les compositeurs, les auteurs de ce pays-là savent exactement de quoi je parle. On sort des choses qui sortent de nous. Et quand ça sort de toi-même, tu y intègres toutes les parties du monde qui te composent d'une certaine façon. Quel a été le déclic pour vous, justement? À quel moment vous vous êtes dit, je veux sortir ça de moi? Dès la première note. 5 ans, on m'a mise assise sur un piano et très vite, je tapais sur une note et puis j'essayais de voir comment je pouvais faire tac, 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 tac sur le piano pour faire rentrer cette réalité, quoi, en fait, qui était une réalité plus qu'une réalité artistique, culturelle, tout ce qu'on veut. Mais on n'avait pas
je ne me suis pas nourrie d'une musique qui venait de chez moi. Le tambour était quasiment interdit, en fait, c'était ça la réalité. Il y avait les tambouillers qui descendaient du diamant, qui descendaient des mornes, là, et puis qui se mettaient devant l'église du diamant et qui battaient le tambour. Mais ça me fascinait. Quand je me suis retrouvée la première fois, j'ai senti dans mon corps de petite fille se passer des choses extravagantes parce que le tambour me faisait résonner des trucs chez moi et j'ai toujours une admiration profonde pour les tambouillers, pour ce qu'ils arrivent à dire avec leurs mains sur les peaux. Et donc, je ne sais pas à quel moment c'est venu. La première fois que j'ai fait vraiment composer une chanson, c'était Caressez-moi. Parce que j'étais en Bourgogne à moins 16 degrés avec mes 2 filles qui étaient toutes petites et que cette caresse, c'était pour elles, c'était pour moi. C'était pas du tout le côté sexuel, sensuel est venu parce que les gens lui ont mis. Mais c'est bien, hein, c'est comme l'auberge espagnole. Hein, on amène. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre, ce tube en fait, ce qui vous a permis d'être connu du grand public? D'avoir tellement froid, d'être dans un endroit que je connais pas et de me dire que même, quel que soit l'endroit où on est, quelle que soit la personne qu'on est, même quand on est un peu psychopathe et tout, on a besoin de caresses. Alors, l'eau a beaucoup coulé sous les ponts depuis Caressez-moi. Est-ce que ça vous agace parfois qu'on résume votre musique à Caressez-moi? Vous pouvez plus l'écouter, ça m'énerve. Mais alors, ce qui est très curieux, c'est que, franchement, ça m'agace. Et puis, chaque fois que je chante, je fais la chanson parce que je ne la refais plus jamais comme elle a été enregistrée. En fait, je la fais plutôt comme je l'avais faite avec ma guitare. Et puis, les musiciens qui se mettent dessus, un peu jazzy, ça dépend de l'humeur, on fait ce qu'on veut. Chaque fois, je rentre dedans et je la chante avec mes filles. Je la chante et je prends plaisir à la chanter. Donc, je me dis, bon, il doit y avoir un truc qui est au-dessus. C'est ça, l'inspiration, c'est quelque chose qui est beaucoup plus. Et qu'est-ce que vous écoutez maintenant? Est-ce que vous écoutez de tout, hein. Ça dépend. Le matin, je vais marcher. Dancehall, Kalash, par exemple? Absolument, tout à fait. Et le matin, ça dépend de mon humeur. Quand j'ai besoin d'un peu d'énergie, j'écoute Kalash, beaucoup d'énergie. Tous les matins, je fais mon footing. Parfois, il m'arrive d'écouter simplement de la musique classique parce que j'ai envie de ne penser à rien. C'est la seule musique qui me permet de ne penser à rien, qui me vide la tête. J'écoute Kalash, j'écoute la musique latine, j'écoute les vieux standards de nous-mêmes. Et puis j'écoute ce sur quoi je dois travailler pour moi. J'écoute la musique de mes filles. Il y a tellement de musique sur Terre. C'est exactement comme la littérature. Il y a tellement de choses à dire à travers la musique, à travers la littérature, on a parlé longtemps de Palais-Potente, ça a bouffé beaucoup de temps. Mais ce qui est important dans ce livre, c'est que c'est juste un petit espace qui s'ouvre, qui n'a pas du tout la volonté de régler aucun problème, mais qui nous donne une consistance, une dignité et une posture qui correspondent à notre humanité. Je nous aime comme nous sommes, dignes, grands, forts et plein d'humour. Et c'est pareil pour la musique. Et ce sera le mot de la fin, Marie-Josée Ali. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette première de notre émission Angle de vue. Merci aussi à vous, téléspectateurs et auditeurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous nous retrouverons bien évidemment la semaine prochaine aux côtés d'un nouvel invité pour un nouveau portrait. N'hésitez pas à retrouver cette émission en ligne sur nos 3 médias, via tv.mq, rci.fm et franceantilles.fr. À très bientôt.